Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Minute Pédagogique vous emmène dans un autre temps, celui des combats de gladiateurs dans les arènes. Plongeons donc dans une époque glorieuse pour une Rome qui cherche à flatter le peuple en organisant des jeux et en distribuant le pain, panem et circenses, pour reprendre l'expression satirique et péjorative du poète latin Juvénal. Un personnage illustre s'impose donc dans cet univers sanglant. Il s'agit bien évidemment de Spartacus. Et c'est Claire d'Ancoine et ses artistes de la Clé des Champs et du Théâtre de la Licorne qui vont donc vous proposer une fresque, un péplum lyrique et marionnettique visant à vous montrer cette grande histoire du personnage Spartacus. Je vous propose donc dans un premier temps quelques éléments historiques vous permettant de saisir un peu cet univers de gladiateurs à Rome en l'occurrence, pour ensuite bien évidemment voir l'histoire même de Spartacus. Ces éléments donnés, nous pourrons ensuite nous intéresser au théâtre de Claire d'Ancoine, la metteur en scène, à la scénographie choisie pour son spectacle Spartacus et à la distribution bien évidemment. Enfin, je vous donnerai quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux le spectacle avec vos élèves. Intéressons-nous donc dans un premier temps au spectacle des gladiateurs dans la Rome antique. Alors ce qu'il faut peut-être savoir dans un premier temps, c'est le fait qu'à l'origine, les combats de gladiateurs sont une variante d'un rite funéraire étrusque. En effet, l'objectif était de sacrifier des hommes au combat, de manière à ce que le mort honoré dans ce rite puisse être accompagné par une escorte armée vers l'au-delà. Alors ensuite, évidemment, ça va évoluer et les combats de gladiateurs seront organisés à l'occasion d'hommages rendus à des aristocrates décédés. Et c'est ainsi qu'encore une fois, nous allons avoir des combats de gladiateurs qui vont avoir une portée religieuse et qui vont perdurer pendant plusieurs siècles. Bien évidemment, ces moments de rite sont privés et progressivement, l'État, constatant cette grande ferveur face à ce genre de spectacle, va rendre les événements publics de manière à ce que le peuple puisse enfin participer à ces moments de combat sanglants. Alors ces combats qui attiraient bien entendu la foule et ceux de plus en plus ont été déplacés dans les forums, au forum, de manière à pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Et il y avait toutefois un lien créé entre ce combat public et ce combat privé par le port de vêtements sombres pour signifier encore une fois cet aspect religieux du combat de gladiateurs. Alors ainsi, les combats de gladiateurs deviennent un réel divertissement, à tel point que Vespasien, au 1er siècle, va édifier le Colisée de Rome, bien évidemment, pour pouvoir accueillir tous les spectacles. Alors toujours dans cette grande ferveur face à ce genre de spectacle, le peuple va se lasser, et c'est là qu'on proposera des spectacles de plus en plus sanglants, de plus en plus terribles, en important des animaux de toute région, des animaux exotiques, de manière à ce que, encore une fois, ces spectacles puissent être renouvelés. Alors c'est ainsi que d'ailleurs on va transplanter par exemple des arbres dans le Colisée, ou encore une fois faire venir des animaux tels que les éléphants, les tigres, etc. On distingue à ce titre deux formes de combats de gladiateurs. Il y a d'une part les munera, qui sont des combats de gladiateurs entre eux, jusqu'à la mort bien évidemment, et des combats qui s'appellent les venitiones, et qui sont des spectacles de gladiateurs contre des animaux sauvages. Alors on imagine aisément qu'avec tout ce renouvellement en fait, de la pratique du combat de gladiateurs, le peuple sera de plus en plus attiré par ce genre de spectacle, et ces combats feront partie intégrante de la vie des Romains. Alors, dans cette optique, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que 93 jours par an étaient consacrés au divertissement. Les Romains terminaient le travail plus tard pour participer à ces spectacles, donc il s'agit de la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il y avait, les jours fériés ont doublé pendant cette période. Alors, on voit à quel point le divertissement devient un moyen pour le pouvoir, non seulement de catalyser le peuple, et de donner l'impression au peuple qu'il a un pouvoir, justement, sur les éléments. Et c'est en ça qu'encore une fois, ce divertissement a une portée non seulement religieuse à l'origine, mais en fin de compte politique. Après ces quelques éléments sur l'univers du spectacle romain avec les gladiateurs, je vous propose quelques éléments concernant le gladiateur en tant que tel. Alors, qui sont les gladiateurs ? En fait, les gladiateurs sont en général des esclaves ou des hommes qui désirent s'enrichir et qui vont donc donner leur vie de manière à pouvoir répondre aux exigences d'un maître qui est ou non distinct de celui qu'on appelle le lanista. Le lanista étant celui qui va exercer ces gladiateurs à l'art du combat. Alors peut-être faut-il préciser aussi que ces gladiateurs étaient loués à des riches aristocrates de l'époque pour l'organisation de fêtes particulières. C'est-à-dire qu'on proposait en fait lors de fêtes ces spectacles de mort de gladiateurs qui combattaient dans les arènes de manière à satisfaire un public, des invités, etc. Alors, les gladiateurs se divisent en plusieurs catégories. Nous avons d'une part les samnites, nous avons les thraces, nous avons les myrmillons et nous avons les rétiaires. Alors, ces différentes catégories de gladiateurs se caractérisent pour les samnites par le bouclier et l'épée, pour les thraces par le bouclier et le poignard, pour les myrmillons par le casque et pour les rétiaires par le filet et le trident.
Alors, si je précise quelques éléments sur les différents types de gladiateurs, c'est juste pour que vous puissiez reconnaître au moment du spectacle les caractéristiques propres à ce gladiateur qui vous sera montré. D'autre part, il est intéressant aussi de savoir que lorsqu'il y avait spectacle de gladiateurs, les gladiateurs devaient parader devant le public et passer devant la loge impériale pour prononcer cette fameuse phrase d'hommage en soi à l'empereur. Il s'agissait pour la phrase latine « Ave Caesar morituri te salutant », traduction « Ave César, ceux qui vont mourir te saluent ». Précédemment, j'évoquais le fait que le peuple avait un pouvoir particulier pendant ces spectacles de gladiateurs. Alors, il faut savoir justement que le gladiateur avait une chance de survivre à condition que le peuple soit motivé par l'envie de laisser le gladiateur au combat vivre. C'est-à-dire qu'on connaît évidemment cette position de la main, hein, vers le haut, vivant, vers le bas, on le tue. Alors, certains historiens pensent que ce n'est pas le cas, que c'est juste des éléments rapportés à l'histoire des spectacles de gladiateurs, mais en l'occurrence, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent dans les films, dans les spectacles. Vous voilà désormais plongé dans l'univers des spectacles de gladiateurs romains. Il s'agit maintenant de nous intéresser au personnage qui nous concerne aujourd'hui, à savoir Spartacus. Alors, qui est Spartacus ? Spartacus est un gladiateur et esclave thrace, qui est une région de la péninsule balkanique, et c'est lui qui a mené la troisième guerre servile de 73 à 71 avant Jésus-Christ en Italie du Sud. Alors, si l'on connaît aujourd'hui l'histoire de Spartacus, c'est parce qu'elle figure dans plusieurs ouvrages, dont celui d'Appien, dans Histoire des guerres civiles, romaines évidemment. Donc, je vais vous lire un extrait de cet ouvrage, de manière à ce que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel va se dérouler l'histoire proposée par Claire d'Anquan. Alors, voici l'extrait, et vous retrouverez l'intégrale sur le lien qui s'affiche sur l'écran. À cette même époque, écrit donc Appien, en Italie, parmi les gladiateurs destinés au spectacle de ce nom, que les Romains faisaient nourrir à Capoue, était un Thrace, nommé Spartacus, qui avait antérieurement servi dans quelques légions, et qui, fait prisonnier de guerre et vendu, se trouvait depuis dans le nombre de gladiateurs. Il persuada à 70 de ses camarades de braver la mort pour recouvrer la liberté, plutôt que de se voir réduit à servir de spectacle dans les arènes romaines. Ainsi, Spartacus ne peut que s'imposer, quand on écoute ce texte d'Appien, s'imposer comme un personnage intéressant et exploitable dans cet espace agonique qu'est le lieu théâtral. En effet, relation de domination, joute dans un espace qui se fait foyer de réception d'une quête de liberté, d'être en constant combat. Vous êtes maintenant armé pour affronter l'univers dans lequel Claire d'Anquan désire vous emporter. Nous allons maintenant donc nous intéresser à son théâtre, à la scénographie du spectacle et bien entendu à la distribution. Alors, qui est Claire d'Anquan ? Claire d'Anquan est une comédienne, metteur en scène et auteure qui, outre son diplôme d'infirmière, est aussi titulaire d'un diplôme de sculpture aux Beaux-Arts de Lille. Alors pour cette metteur en scène auteur qui soigne l'histoire et puise dans les objets blessés tout un arsenal pour enrichir ses mises en scène, l'objectif est de proposer au théâtre une patte personnelle, une patte originale pour imposer une esthétique particulière. Cette esthétique, bien entendu, se détermine par rapport à son utilisation des objets. C'est donc une esthétique de récupération, une esthétique de la ferraille, une esthétique à laquelle participent d'ailleurs quasi systématiquement musiciens, plasticiens et évidemment comédiens. Faite chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en 2009, Claire d'Anquan a créé la compagnie de la Licorne en 1986. Alors cette compagnie s'oriente vers une volonté de créer un théâtre, encore une fois, qui va correspondre à l'esthétique précédemment déterminée. Alors je vais citer ce que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site de la Licorne, d'ailleurs qui s'affiche sur l'écran aussi. Alors théâtre où l'objet animé est au cœur des spectacles, avec une synergie de comédiens, plasticiens et musiciens, pour porter, je cite Claire d'Anquan, au plus loin l'imaginaire. On imagine donc un théâtre poétique, un théâtre qui va puiser dans ces différents éléments de la chair et de l'objet pour permettre une surenchère sur le réel. Alors en tant que comédienne, vous l'avez peut-être vu dans un spectacle qu'elle a écrit d'ailleurs, La Grille des escargots, en 2008. Elle a aussi proposé, donc là en tant que metteur en scène, des adaptations de textes très connus, textes classiques parfois aussi, avec notamment le Candide de Voltaire, La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, ou encore le Macbeth de Shakespeare. Et au-delà de ça, elle a bien entendu écrit aussi des textes, comme celui qui nous est proposé aujourd'hui dans le spectacle qui nous concerne, à savoir Spartacus. Alors pour ce Spartacus, Claire d'Anquan nous propose une fresque qui s'articule autour de 8 tableaux, dont je vais vous donner les différents titres afin que vous puissiez vous repérer dans le spectacle qui vous est proposé. Alors, ces principaux tableaux, vous avez bien entendu les Jeux du cirque, la révolte des esclaves. Troisième tableau sont les Thermes à Rome, l'attaque des légions romaines, l'errance des esclaves, le Sénat à Rome, les fugitifs encerclés sur le Vésuve, et enfin Rome qui décide d'en finir.
Alors pour accueillir ces 8 tableaux, cette fresque qui reprend les différents épisodes de la révolte des esclaves menée par Spartacus, une scénographie très intéressante que l'on pourrait qualifier d'artisanale. Alors en effet, vous allez constater d'emblée, en arrivant dans la salle de spectacle, que vous allez entrer dans une véritable arène reconstruite pour l'occasion, de manière à pouvoir assister au spectacle en tant que spectateur d'un spectacle romain. C'est-à-dire que vous ne serez plus seulement des spectateurs avec le quatrième mur qui vient vous séparer de l'histoire en tant que telle, vous serez à la fois spectateur et actant. Alors d'emblée, c'était intéressant puisque ça montre encore une fois le souci de Claire d'Ancoine de partager avec le spectateur un univers particulier, un imaginaire qui s'appuie bien évidemment sur l'histoire. Alors, je vais la citer tout simplement, lorsqu'elle la justifie et lorsqu'elle légitime son choix d'une véritable arène, tout simplement, elle désire que le spectateur puisse, je la cite, sentir la chair et voir le détail de l'objet. Alors effectivement, vous allez voir que peu de monde peut être accueilli par cette structure, mais en même temps, elle permet une véritable identification aux spectateurs de l'époque. Alors dans cette arène, bien évidemment, vous allez reconnaître les différents éléments qu'il a composés déjà dans l'époque romaine, avec le sable qui va se répandre sur le sol. Alors, et c'est là que c'est intéressant parce que vous allez voir que la scénographie proposée par Claire d'Ancoine est une scénographie qui va mêler le naturel et l'artificiel. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, vous retrouvez tous les éléments, notamment le sable, donc la terre, le feu aussi, vous le constaterez, et d'autre part, tous des éléments de récupération qui vont composer l'univers des gladiateurs. Alors comment? Vous allez voir qu'effectivement, Claire d'Ancoine va faire appel à des plasticiens, je le disais tout à l'heure, pour élaborer et construire des sortes de machineries, des ferrailleries qui permettent de représenter les fauves, donc le tigre, les éléphants, systématiquement articulés par les comédiens. Et c'est là que, encore une fois, la chair va coexister avec la ferraille pour offrir un spectacle original, une esthétique particulière qui va laisser jaillir une véritable poétique. Ainsi, vous allez voir à quel point le talent des comédiens va permettre justement cette renaissance de l'objet, de la ferraille, objet mort, et donc ces comédiens qui vont permettre donc, à ces différentes matières froides de gagner en chaleur par justement la manipulation. Et cette scénographie va donc s'articuler autour de cette volonté, encore une fois, de faire coexister ces différents éléments. Et c'est là qu'on verra encore une fois que même l'humain est presque, lui, réifié parce qu'il est parfois supplanté par l'objet lui-même. Et c'est encore une fois assez intéressant d'ailleurs d'interroger l'accessoire de ce point de vue-là avec les élèves. Alors d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les corps des gladiateurs notamment va être marqués par une peinture, par un maquillage extrêmement prononcé, qui donne des corps musculeux, qui donne des corps très violents, qui vont incarner encore une fois cette horreur du combat des gladiateurs, dans un décor qui va permettre aussi au sang de jaillir. Alors cette scénographie de Claire d'Ancoine est aussi très intéressante parce qu'elle a trouvé une idée très originale pour signifier la multitude par l'unique. Vous allez voir que dans le spectacle, évidemment, elle ne peut pas faire venir une légion de Romains, ni même 7000 esclaves pour le spectacle. Par conséquent, elle va essayer de trouver d'autres moyens, d'autres méthodes, notamment par l'utilisation de l'objet, de la sculpture. C'est ainsi qu'elle va, par exemple, représenter toute l'armée par une série de godillots, une sorte d'armée de godillots qui va traverser l'espace. C'est-à-dire que le spectateur ne voit que des pieds qui avancent, et est capable en même temps de visualiser l'ensemble. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous allez pouvoir voir aussi, par exemple, que ce sont des poupées de chiffon qui incarnent, par exemple, le Sénat, ou encore les deux comédiens qui vont s'imposer dans la machinerie qui représente le tigre. Donc tout cet univers-là qui va laisser coexister la chair et la machine va permettre aux spectateurs d'intégrer parfaitement et complètement l'imaginaire des combats des gladiateurs romains. Par ailleurs, cette scénographie de Claire d'Ancoine est aussi tout à fait intéressante pour une autre raison, c'est qu'en fait, alors que nous sommes spectateurs dans l'arène de ce qui se passe donc sur le sable, nous sommes aussi à un moment donné spectateurs de ces Romains qui sont dans leurs termes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a changement de décor alors que nous sommes dans l'arène, et pourtant nous sommes à même d'oublier complètement le fait que nous sommes dans l'arène. Et ça devient vraiment intéressant, parce que cette stratégie adoptée par Claire d'Ancoine, de changement de décor assez subtil, permet de plonger dans différents univers sans avoir bougé de sa place.
D'autre part, ce qui est intéressant aussi dans cette scénographie, c'est peut-être aussi les contrastes qu'elle établit. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des contrastes entre la chair et le métal. Nous avons aussi des contrastes entre le langage qui est chanté donc par les chanteurs lyriques et le langage parlé et le langage du corps proposé par les comédiens. Et vous constaterez à quel point le travail des comédiens est époustouflant, dans la mesure où ces corps musculeux que j'évoquais tout à l'heure sont en constante pression sur un plateau, enfin, en tout cas dans une arène, qui s'harmonise parfaitement avec la violence qu'ils dégagent, déjà, qu'ils dégagent par leur corps, par leurs paroles, aussi par leurs actions. Alors pour faire vivre cette scénographie de qualité et ces objets créés par les plasticiens que sont Bertrand Boulanger, Grégoire Chambard, Jean-Baptiste Gaudin, Fred Parison ou encore Olivier Sion, Claire d'Ancoine a fait appel donc à 3 comédiens et 2 chanteurs lyriques. Alors ces 3 comédiens se composent dans un premier temps de Gaëlle Fraisse, qui a été formée au Conservatoire national de Lille. Vous avez pu la voir comme comédienne à la télévision dans Ouf, ou encore dans Le Choix d'Adèle, ou encore dans des pièces telles que le Lysistrata qu'avait adapté Claire d'Ancoine, ou encore dans Le Phèdre de Peter Lovenquist. À ses côtés, vous avez aussi Gwenaël Brzidatek, qui a été formée quant à lui au Conservatoire d'Arras et qui a passé donc une licence aussi art et spectacle. Alors vous avez pu peut-être le voir aussi dans des pièces, dans des mises en scène de Beckett, notamment de Sarah Kane, ou encore dans des spectacles de Jarry. Alors ce qu'il faut savoir peut-être de ces 2 comédiens déjà, c'est qu'ils ont participé à des stages de manipulation, et vous allez voir à quel point la manipulation est un art dans lequel ils excellent dans le spectacle qui vous est proposé. Un 3e comédien, il s'agit de Maxence Van de Velde. Alors Maxence Van de Velde est un comédien manipulateur de talent, il est aussi constructeur de sons et mélodicien. Alors, il a été formé à l'école à Bruxelles, à l'école du théâtre du mouvement Lassade, dans une formation Jacques Lecoq, de 2002 à 2004. Alors, il sort de l'école, il monte un premier projet théâtral, puis travaille avec d'autres metteurs en scène et comédiens, avec notamment Nicolas Horry et sa compagnie Dixit Materia, ou encore la compagnie du Prisme, mais aussi des compagnies comme celle de Franche Connexion, avec notamment la pièce Cyrano de Bergerac. Alors, quant à lui, c'est un comédien un peu comme les autres aussi, hein, très proche du masque et du théâtre d'objet. Il est aussi un musicien autodidacte et compose en parallèle pour le théâtre. Alors on voit encore une fois 3 artistes qui sont proches de différents univers, qui vont proposer des talents multiples à un spectacle qui se veut justement multiple dans ses approches de l'art en général. Alors, aux côtés de ces comédiens de théâtre figurent, je le disais tout à l'heure, 2 artistes lyriques, 2 chanteurs lyriques, qui sont des barytons. Il s'agit de Jacques Gomez et de Olivier Navot. Alors, vous allez voir à quel point il est intéressant de voir encore une fois cette coexistence du chant et du théâtre parlé, du théâtre du corps, dans un spectacle qui se veut total. Alors après vous avoir emmené dans l'univers proposé par Claire d'Ancoine concernant l'histoire de Spartacus, je vous propose maintenant quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux le spectacle et de préparer vos élèves. Alors pour ces pistes pédagogiques, je vous propose tout d'abord d'inciter vos élèves à quelques recherches concernant notamment le personnage de Spartacus. Alors bien évidemment, j'ai donné tout à l'heure quelques éléments le concernant, mais vous pouvez les inciter à voir par exemple le film Spartacus de Stanley Kubrick qui date de 1960, dans lequel vous allez pouvoir retrouver quelques éléments intéressants de ce grand trajet épique. Alors bien évidemment, vous allez constater dans ce film, si vous le voyez, certains anachronismes, mais ils ne sont pas importants par rapport à l'histoire en tant que telle. D'autre part, vous pouvez aussi éventuellement créer un contraste comparer le film et le spectacle de Claire d'Ancoine pour montrer à quel point la différence de budget peut avoir un impact sur le spectacle en tant que tel. Évidemment, le film de Stanley Kubrick a coûté à peu près 13 millions de dollars, puisqu'il était le plus cher après le film Ben-Hur, alors que dans le spectacle de Claire d'Ancoine, nous avons véritablement un théâtre, une esthétique de la récupération qui va faire avec le minimum et proposer pourtant quelque chose de grandiose. Alors ensuite, toujours pour ces différentes recherches, peut-être est-il intéressant aussi de les emmener, si vous allez à Paris, ou alors de leur proposer des images, des différentes sculptures qui sont visibles à Paris, notamment au Louvre et dans le Jardin des Tuileries. Alors une première sculpture qui est celle de Denys Foyatier. Alors sculpture qui est très intéressante parce qu'elle est du 19e siècle et elle correspond au canon académique, même si le côté musculeux rappelle tout de même une certaine fureur comprimée, une certaine fureur qui rappelle encore une fois l'esprit romantique. Mais elle est intéressante parce que justement, elle a été considérée comme
comme représentant la démarche de ceux qui ont mené les Trois Glorieuses en 1830. C'est-à-dire qu'au moment où Charles X perdait le pouvoir, chacun a voulu voir en cette sculpture une représentation en fait, de cette contestation face au pouvoir de Charles X. Et c'est du coup à ce moment-là que Denis Foyati a décidé de dater sa sculpture du 29 ou 30 juillet 1830, de manière à ce qu'elle puisse devenir un élément représentant un peu le goût républicain. Alors l'autre sculpture que j'évoquais à l'instant est celle de Barias, donc Louis-Ernest Barias de 1869, et qui correspond au serment de Spartacus. Alors voilà, vous pouvez créer tout un imaginaire autour de ces sculptures et proposer aux élèves de réécrire sans doute l'histoire, le moment que la sculpture peut représenter. Alors toujours dans cette idée-là d'écriture peut-être, vous pouvez aussi demander aux élèves de réécrire pendant le spectacle, après le spectacle de Claire d'Antoine, les éléments du schéma narratif qui constituent cette pièce, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les élèves puissent avoir une mémoire de la narration d'ensemble pour pouvoir la restituer avec des termes techniques, notamment ceux que nous avions pu voir tout à l'heure pour les différentes catégories de gladiateurs. Et ça vous permettra de voir en même temps comment ils parviennent à romancer ou non l'histoire de Spartacus, comme a pu le faire d'ailleurs Claire d'Antoine. Alors là, je m'adresse plus particulièrement aux professeurs d'histoire, puisque l'Antiquité romaine est au programme de 6e et de seconde. Il s'agit peut-être d'inciter les élèves à faire une recherche sur le Spartacus dans toutes les connotations qu'il a pu donner donc au XXe siècle notamment, avec notamment l'importance des spartakistes dans les années 20 par exemple, 1920, qu'Hitler a beaucoup combattu et qu'il détestait d'ailleurs, mais aussi l'importance de Spartacus comme allégorie ou effigie un peu des communistes, notamment en Russie. C'est-à-dire que le personnage de Spartacus a commencé à incarner cette rébellion, cet esprit révolutionnaire qui va contaminer la Russie au XXe siècle. Alors d'autre part aussi, vous pouvez leur demander les raisons pour lesquelles, par exemple, le club de football de Moscou s'appelle le Spartak de Moscou. Et là, vous allez voir que du coup, tous des éléments vont se tisser les uns avec les autres, et ça va permettre aux élèves de créer des liens entre le passé, le présent et peut-être aussi le futur. Alors maintenant, pour les professeurs de lettres, pour les professeurs de grec, de latin ou encore d'histoire, il s'agit peut-être aussi de travailler sur les textes sources qui évoquent l'histoire de Spartacus. Alors j'évoquais tout à l'heure dans ma première partie le texte d'Appien, Histoire des guerres civiles, notamment le livre 1er et le livre 3. Vous pouvez aussi puiser dans le texte de Florus, avec notamment son abrégé d'histoire romaine, en particulier le livre 3, fragment 21, ou encore le livre bien connu de Plutarque, La vie de Crassus. Il s'agit là des chapitres 8 au chapitre 11. Alors pourquoi? Peut-être justement pour voir la corrélation entre ce que ces auteurs évoquent de l'histoire de Spartacus et ce que Claire d'Antoine en fait dans son adaptation scénique. Alors, puisque le spectacle de Claire d'Antoine est une véritable fresque épique évoquant l'histoire de Spartacus, vous pouvez éventuellement aussi, puisqu'on était dans l'idée de divertissement dans les combats de gladiateurs, demander aux élèves une recherche sur le Colisée et sa construction au 1er siècle sous Vespasien, de manière à montrer à quel point, justement, le divertissement pouvait avoir un impact politique à l'époque. C'est-à-dire qu'encore une fois, je le disais précédemment, vous avez ce peuple qui a l'impression d'avoir un pouvoir particulier au moment des combats de gladiateurs, et le Colisée vient représenter encore une fois cette volonté de donner au peuple ce qu'il veut, de manière aussi à l'endormir. Il s'agit bien d'une soupape de sécurité qui va prendre une importance particulière pour s'inscrire, je le disais aussi précédemment, comme partie intégrante de la vie des Romains. D'autre part, avant d'aller voir le spectacle de Claire d'Antoine, il serait peut-être intéressant de travailler très rapidement avec vos élèves sur quelques exercices théâtraux, exercices de pratique de la marionnette, mais marionnettes bien entendu humaines. C'est-à-dire que là, vous les mettez par exemple 2 par 2 et vous faites en sorte que le meneur puisse articuler le corps de l'autre via des fils invisibles, ce qui montrera à quel point le corps est difficile à manier et à quel point le travail des comédiens sur le plateau est extrêmement difficile. Vous allez voir aussi que c'est un exercice qui plaît beaucoup aux élèves, parce que justement, il engage le corps, il engage la concentration, et il engage aussi une relation particulière entre le marionnettiste et la marionnette, ce que vous allez pouvoir voir dans le spectacle de manière assez clair, puisque par exemple pour le tigre en métal, vous allez avoir les 2 comédiens qui vont intégrer le corps de ce tigre de manière à le faire vivre. Et c'est là qu'on voit à quel point chaque partie du corps, chaque articulation va avoir son importance particulière. Et c'est sur ce point qu'il faudra accentuer pour pouvoir apprendre le spectacle avec une conscience critique de ce qu'est le travail de comédien. Alors dans cette même perspective, il s'agit donc d'étudier, cette fois-ci pendant le spectacle, ce travail du corps que j'évoquais à l'instant, mais en même temps de mettre en relation avec les objets que j'évoquais aussi tout à l'heure pour la scénographie.
En effet, cette communion entre la chair et le métal est à mettre en relief parce qu'encore une fois, Claire d'Ancoine désire un théâtre d'objets. Et c'est à ce titre qu'il est intéressant de travailler sur la marionnette en tant que telle. Et là, vous pouvez peut-être éventuellement visiter le théâtre marionnette de Charleville, par exemple, ou en tout cas faire construire une marionnette éventuellement aussi, de manière à ce que les élèves puissent avoir cette conscience, encore une fois, que le théâtre peut travailler sur différents matériaux pour proposer une vie nouvelle. Alors, à ce titre, je vous invite à lire le document qui est présent sur le site Agon, qui s'affiche sur l'écran. Un document qui vous permet de travailler sur le théâtre d'objets et de voir à travers le ready-made, mais aussi à travers une approche parfois philosophique de l'objet, à quel point il a une importance au théâtre. Alors, vous verrez que ce document est très intéressant et le plan vous permettra de vous repérer et d'aller directement sélectionner ce qui vous intéresse le plus. Alors, enfin, par rapport à cette idée aussi de l'objet que j'évoquais par ailleurs, je vous avais dit qu'il y avait sur scène différents objets synecdochiques, c'est-à-dire qu'on avait des pieds pour représenter un corps complet. Alors, justement, je voudrais attirer votre attention sur le texte de Bachelard qui s'intitule « La poétique de l'espace ». Et il écrit dans La poétique de l'espace « La miniature est un des gîtes de la grandeur. Le grand sort du petit, non par la loi logique d'une dialectique des contraires, mais grâce à la libération de toutes les obligations des dimensions, libération qui est la caractéristique même de l'activité d'imagination. » Il ajoute ensuite « Le microcosme et le macrocosme sont corrélatifs. » Alors effectivement, c'était très intéressant de voir à quel point l'imagination du spectateur est capable de combler les lacunes que propose l'objet minuscule, de suppléer au non-respect des échelles du réel, puisqu'effectivement, lorsque, je l'évoquais tout à l'heure, l'armée de Godillot avance, on imagine aisément ces personnages droits debout en train d'avancer. Et c'est en cela, encore une fois, qu'il est intéressant de réfléchir sur l'idée d'objet dans un théâtre qui se veut donc marionnettique. Et bien voilà, c'en est terminé de cette minute pédagogique consacrée au spectacle proposé par Claire d'Ancoine, le Théâtre de la Licorne et la Clé des Champs, Spartacus. Alors je tiens par ailleurs à souligner que la connotation jeune public que l'on attribue assez facilement aux marionnettes n'a pas lieu d'être ici, puisque en l'occurrence vous avez véritablement un spectacle de manipulation d'objets, manipulation très complexe qui peut intéresser tout public. Alors si vous désirez plus de renseignements concernant ce spectacle, vous pouvez me contacter sur le courriel turquet@lephénix.fr. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'exploiter un spectacle avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.